Donc, on est maintenant disponible pour vos questions. Je vois qu'on en a beaucoup. Beaucoup pour lesquels on a peut-être déjà aussi apporté des réponses. Donc, on va peut-être pas pouvoir toutes les reprendre. On va voir dans le temps qui nous est imparti. On a une quinzaine de minutes pour vous répondre. Je vois qu'on a une question alors de Jean-François qui nous demande quel est l'intérêt de ces monnaies. Mathieu, est-ce que tu veux répondre à cette question ? Oui, c'est une question qui est assez vaste. Premier intérêt, tout dépend du profil de l'investisseur. Ça peut très bien être un pur instrument de spéculation, comme on a pu le voir avec les CFD ou les produits dérivés. Ça peut être aussi un autre instrument de spéculation en faisant l'acquisition, en espérant que le cours de tel ou tel cryptoactif monte pour prévoir une revente. Ou sinon, après, si vous voulez, normalement, dans chaque cryptoactif tient un projet sur une blockchain, donc qui peuvent être liés à plusieurs applications réelles. Donc, acquérir tel ou tel cryptoactif permet de soutenir un projet auquel on croit. Ça peut être des projets qui peuvent être liés au monde de la finance, au monde de la finance décentralisée. Ça peut être aussi des projets qui sont liés à la logistique. C'est vraiment extrêmement varié. Après, comme Florence l'a dit, effectivement, c'est un investissement qui est extrêmement risqué. Il faut savoir dans quoi on s'embarque avant d'investir dans des cryptoactifs. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. Il n'y a pas de réponse toute faite pour ce type d'investissement. Après, certaines plateformes comptent sur le fait que certaines crypto-monnaies pourront servir de paiement, de certaines d'autres de valeurs un peu refuge. On a pu le voir cette année dans certains pays. Donc, on peut y voir midi à sa porte un peu comme on veut. Et comme je l'ai dit, retenez une chose, ce ne sont pas forcément des crypto-monnaies, ce sont vraiment des crypto-actifs. Alors, je crois que Florence a peut-être des problèmes techniques. Je vais peut-être prendre une autre question. Alors, attendez. Une question de Jean-Marc qui disait « Le Bitcoin est un jeton, il n'est pas forcément un sous-jacent, non. Quand j'achète un Bitcoin, il est chez moi et tant que le Bitcoin n'existe plus, j'ai toujours mon Bitcoin. » Alors, je pense qu'il faut pas mélanger plusieurs choses. Le Bitcoin, effectivement, c'est un jeton, mais si vous faites la mention de sous-jacent, c'est que vous parlez de produits dérivés. Je vais peut-être répondre à une autre question que j'ai vue aussi un peu plus bas sur les produits dérivés sur cryptoactifs. Il n'y a pas que les CFD, en effet, les futurs ou les options peuvent être également des produits dérivés dont le sous-jacent et le Bitcoin ou un autre cryptoactif, de la même manière que vous pouvez retrouver des options, des futurs ou des CFD sur des actions, des paires de devises, des taux. Donc, tout est possible. Quand Jean-Marie dit aussi, quand j'achète un Bitcoin, il est chez moi, et tant que le Bitcoin n'existe plus, j'ai toujours mon Bitcoin. Alors, quand vous achetez un Bitcoin ou un autre cryptoactif, vous pouvez être directement détenteur de cet cryptoactif si vous disposez d'un wallet, d'une clé privée sous forme, la plupart du temps, ça ressemble un peu à des clés USB ou à des disques durs sur lesquels vous pouvez conserver vos cryptoactifs. Ou, comme je l'ai précisé un peu avant pour le régime des prestataires sur actifs numériques, vous pouvez déléguer cette conservation à un intermédiaire qui peut être soit sur Internet ou soit dans des boutiques physiques que vous pouvez avoir, comme il en existe en France ou ailleurs. Donc, et quand vous dites que quand le Bitcoin n'existe plus, ça ne peut pas disparaître comme ça. Tout est basé sur le protocole de la blockchain, ça ne peut pas disparaître. Donc après, par contre, ce qui peut disparaître, c'est la valeur liée au cryptoactif qui, en fonction de l'offre et la demande, peut fluctuer comme n'importe quel cours d'un sous-jacent.
Donc, il est tout à fait possible qu'à terme, un cryptoactif puisse avoir une valeur nulle ou alors ne s'échange pas du tout et donc, par définition, perd de la valeur. Merci Mathieu. Alors, je crois qu'on m'avait perdu, qu'on m'entendait plus. Tu m'entends bien là à nouveau? Oui. Bon, parfait. Poser une autre question qui était la question de Philippe, s'il pouvait y avoir du piratage et sur quoi reposait la valorisation. Donc, on peut l'aborder rapidement. Oui, le piratage est toujours possible, comme c'est souvent le cas sur Internet. Après, c'est vrai que les prestataires qui ont des autorisations aussi doivent justement avoir souvent des protocoles sécurisés. Et la valorisation, c'est souvent quelque chose qui repose sur le principe de l'offre et de la demande, et donc avec des valorisations qui peuvent varier très fortement. Alors, on a une question aussi de Nicolas Pierre. Ces obligations d'enregistrement comme le PSAN s'appliquent-elles aux plateformes étrangères proposant leurs services en France? Tu réponds, Mathieu, ou tu veux que je réponde? Vas-y, je veux bien. Ok. Alors, les plateformes étrangères, effectivement, si elles veulent proposer des services en France, elles devront de toute façon être autorisées. Pour l'instant, il n'y a pas ce qu'on appelle de statut européen, en tout cas, sur les prestataires de services sur actifs numériques. Par contre, j'ai évoqué tout à l'heure aussi le statut de psy pour vous proposer des produits dérivés. Donc ça, en matière de psy, il y a la libre prestation de services en Europe, c'est-à-dire qu'un psy dans un pays de l'Union européenne peut proposer ses services dans toute l'Union européenne. Pour l'instant, en tout cas, pour ceux qui relèvent du statut de PSAN, ça n'existe pas encore au niveau européen. Ça arrivera sans doute, mais donc ils doivent pour proposer maintenant leurs services en France, s'enregistrer avec notre nouveau statut. Alors, on a Caroline qui nous demande, j'ai été contactée par téléphone pour que j'investisse dans des cryptos. Comment savoir si cela n'est pas une arnaque? Caroline, je pense que j'ai répondu à vos questions avec les signaux d'alerte déjà. Si on vous a proposé un rendement élevé sans risque, n'y allez pas. Hein. Là, c'est quasi sûr que c'est une arnaque. Et sinon, ayez le réflexe liste noire et liste blanche sur notre site. Alors, je crois avoir vu passer des questions tout à l'heure avec des gens qui nous demandaient où est-ce qu'on va trouver ces listes. En fait, après la conférence, quand vous allez recevoir un email avec le lien pour le replay, on va vous envoyer aussi des liens vers les différents articles sur notre espace épargnant sur les cryptos et vous aurez des liens aussi vers ces listes noires et listes blanches. Alors, il y a Christophe qui nous dit, existe-t-il un moyen de loger un investissement en crypto dans un PEA? Mathieu, est-ce que tu as la réponse? Pas à ma connaissance, je ne pense pas. Oui, je sais qu'à un moment donné, il y avait des projets de fonds sur des cryptos. Je pense qu'il y en a qui ont vu le jour, mais je ne crois pas qu'ils soient ouverts aux investisseurs de détail et qu'en plus qu'ils soient éligibles au PEA, parce qu'en fait, le PEA, il faut que ce soit des actions, soit des fonds investis à 75% en actions de l'Union européenne. Donc, de toute façon, pour un fonds, il ne pourrait pas être à 100% sur des cryptos puisque ce sont à 75% des actions de l'Union européenne. Donc, il pourrait peut-être y avoir une petite partie sur les 25% restants. C'est possible, oui. Mais à notre connaissance, il y a de fonds de ce type. Alors, d'autres questions? Alors, Dame qui nous demande si les plus-values sont taxées. Comment le fisc ou autre peut identifier qu'un valeur reçu est lié à une plus-value crypto? Mathieu, qui répond? Alors, concernant non, je peux y aller. Concernant la fiscalité sur les cryptoactifs, c'est une question qui est quand même assez compliquée et qui relève de la compétence du ministère de l'Action et des Comptes Publics. Donc, si vous avez les moindres questions à titre personnel, moi, je vous inviterai vraiment à contacter le Centre Impôt Service ou même lors de votre déclaration fiscale chaque année à vous rapprocher de votre centre des impôts. Par contre, ce que je peux vous dire de mémoire, c'est que les plus-values sont taxées de la même manière que les plus-values réalisées sur les actions. Donc, je crois que c'est 30 ou 33%.
Et pour la deuxième partie de la question, comment le fisc en autre peut identifier un virement reçu et lié à plus-value crypto? Ça, c'est une bonne question. Il faudra aussi demander au centre des impôts le plus proche de chez vous. Mais j'imagine que Bercy est capable d'interroger votre établissement bancaire. Parce que si vous recevez un virement émanant d'une plateforme d'exchange de cryptoactifs, je pense qu'ils peuvent obtenir l'information assez facilement. En tout cas, tout virement anormal sur votre compte en banque, je pense, fera l'objet d'un examen renforcé de la part de votre établissement bancaire. Voilà, je pense qu'on a répondu à une bonne partie de vos questions et qu'on arrive à la fin de cette conférence. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux autres questions qu'on pourrait peut-être prendre malgré tout. Il y a une question de Robert sur comment se rémunère l'intermédiaire. Ça, peut répondre assez rapidement. En tout cas, si un intermédiaire propose, par exemple, l'activité d'achat-vente de cryptoactifs contre monnaie et en cours légal, il peut se rémunérer sur la conversion ou sur l'acquisition de tel ou tel cryptoactif, en prenant un pourcentage de rémunération de quelques pourcents sur la transaction. C'est une manière d'être rémunéré. Ou sur la conservation d'actifs numériques pour compte de tiers, de la même manière, il peut prendre un pourcentage, je ne sais pas, soit à l'année, soit à date du premier versement sur la somme totale qui est conservée. C'est possible. Bon, je vois qu'il y a des gens qui nous demandent aussi si on peut donner un exemple d'ICO réussi. On ne donnera pas de nom, puis c'est vraiment pas notre rôle de juger si un ICO est réussi ou pas. Nous, notre rôle, c'est vraiment de veiller à la protection de l'épargne, des épargnants et à la bonne information. Et donc, voilà, on ne juge pas du succès d'une opération. Quelqu'un qui nous demande aussi si ce n'est pas trop tard pour acheter du Bitcoin. Vous savez, les marchés, ça c'est la grande question. C'est pareil sur les actions. Hein, est-ce qu'il est trop tard ou pas? Et puis, c'est pas à nous, en tant que régulateurs, en tout cas, de nous prononcer. Des gens qui ont demandé est-ce qu'on pouvait avoir la présentation. Donc, je pense que vous l'avez maintenant accessible en téléchargement. Sinon, elle va vous être mise à disposition. Vous devez avoir un petit bouton quelque part qui vous permet de télécharger la présentation. Et puis, de toute façon, donc, comme dit au début, vous aurez le replay. Et en complément du replay, notamment si vous connaissez des gens qui ne s'étaient pas inscrits, ça sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je vois qu'il y a quelqu'un aussi qui doit être une professionnelle qui nous demande si elle peut diffuser à sa clientèle notre application MF Protect Épargne. Oui, bien sûr. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous, que vous soyez particulier ou professionnel. C'est important que tout le monde sache comment se protéger des arnaques, parce que malheureusement, elles sont encore trop nombreuses. Donc, il faut finir par être plus fort que les escrocs. Et on sera plus fort en faisant passer davantage ces messages et notamment en utilisant cette application. De la même manière, si vous êtes professionnel et que l'un de vos clients vous fait remonter une proposition d'investissement dont vous n'avez jamais entendu parler, vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter l'AMF. Des gens seront un plaisir de vous répondre à toutes vos interrogations. Alors, je vois que quelqu'un a trouvé que notre présentation s'adressait plus à des professionnels comprenant les sigles et les jargons. C'est vrai que c'est pas simple, c'est différentes formes d'investissement, mais voilà, comme je l'ai dit à un moment donné, on est déjà sur des produits quand même qui sont plutôt risqués. Et si vous ne comprenez pas une règle en matière de placement, c'est vraiment de ne pas investir. Je pense qu'on a fait l'essentiel à vos questions. Je vois qu'il y en a quand même eu beaucoup. On n'a pas pu répondre à tous, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'à travers la présentation ou cette session de questions-réponses, on a répondu à l'essentiel. De toute façon, donc n'hésitez pas à regarder le replay, à aller sur notre site, lire les contenus. Et puis après, si vous avez des questions, vous avez découvert, ou alors vous le saviez peut-être déjà, qu'on a une plateforme qui s'appelle AMF Épargne Info Service que vous pouvez contacter. Vous pouvez aussi nous contacter via Facebook également. Bien, écoutez, merci pour votre attention, même si c'est difficile à distance de percevoir l'attention, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc on perçoit cette attention même à distance. Merci d'avoir participé à cette webconférence. On vous souhaite une très bonne soirée et donc n'hésitez pas à aller sur notre site
et à participer à nos prochains événements. Très bonne soirée, au revoir. Merci à tous, bonne soirée.